Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler d'insécurité. Le camp Boubacar Sadassi de Koulikoro a été la cible d'une attaque kamikaze courant le week-end. Le camp abritait des militaires maliens, mais également des formateurs étrangers. Le bilan provisoire fait état de 2 assaillants tués, 3 personnes blessées, dont 2 militaires. Est-ce une provocation des terroristes? La baisse de vigilance de la part des forces de sécurité serait-elle la cause de cet incident? Nos invités sur ce plateau pour débattre de cette question: Brahima Mamadou Kone, politologue, chercheur à l'IRPAD Afrique; Babada Kono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité; Mamadou Diouara, sociologue, enseignant à l'Université de Bamako. Nos tentatives pour compter un représentant du ministère de la Sécurité parmi ses invités sont restées vaines. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Quelques heures avant l'attaque contre le camp militaire, les assaillants avaient d'abord ouvert le feu sur le poste de contrôle de Mafeya sur l'axe Koulikoro-Banamba. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Dakono. Comment une telle manœuvre a pu se passer? Merci beaucoup. En fait, c'est pas surprenant dans la mesure où la région de Koulikoro fait l'attaque a été souvent ciblée par les groupes qualifiés de terroristes. Et en plus de ces attaques qui ont été opérées dans la région, notamment à Banamba, notamment vers Nara, il semblerait que la forêt de Ouagadougou, qui est un prolongement de la région de Ségou jusqu'à la région de Koulikoro, sur la frontière avec la Mauritanie, semble être une sorte de base arrière pour les groupes terroristes. Et d'ailleurs, il y a eu des attaques sur Banamba, il y a eu des attaques dans certaines localités de Nara. Donc, c'est pas surprenant que Koulikoro soit ciblé. Ce qui est surprenant, c'est peut-être l'envergure de l'attaque, parce que, au dire de ceux qui ont été aux premières heures de l'enquête, c'est que la tonne d'explosifs que contenait le véhicule pouvait faire d'énormes dégâts. Mais également, la surprise, la seconde, c'est que le poste de Mafia, comme vous l'avez dit, avait été forcé au préalable par les assaillants, ce qui veut dire qu'il y a eu peut-être un dysfonctionnement au niveau du renseignement, parce qu'il y a quelques kilomètres qui séparent ce poste du camp qui avait été attaqué. Donc on aurait dû prendre toutes les mesures avant que les assaillants n'atteignent le camp Boubacar Sadassi. Donc en fait, pas de surprise par rapport à l'attaque, puisque Koulikoro est dans le collimateur de groupes terroristes depuis longtemps. La surprise, c'est plutôt au niveau de la baisse de vigilance, notamment le fait qu'ils n'aient pas pris les mesures après l'attaque du poste sur l'axe Banamba, Mafeya, et ensuite sur l'envergure que ça a eu. D'accord. Monsieur Koné, votre observation? Non, bon, par rapport à l'attaque de Koulikoro, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en fait une baisse de la vigilance des forces de sécurité et de défense, parce que quand ils ont forcé le poste de Koulikoro, on aurait pu alerter au niveau de la ville de Koulikoro pour qu'on puisse contrer leur entrée au niveau de la ville de Koulikoro. Et la deuxième chose, c'est que le camp de Koulikoro était un point stratégique. Si le camp de Koulikoro était tombé aux mains de ces djihadistes, ça veut dire qu'ils auraient pu arriver à Bamako. Donc cette attaque met encore à nu les défaillances de notre système sécuritaire et de défense, et aussi bien que les défaillances de nos services de renseignement. Les services de renseignement auraient pu repérer ces gens-là quand ils ont forcé le camp des postes de Mafeya et prendre des mesures nécessaires pour pouvoir contrer ou pouvoir minimiser en fait l'attaque qui allait à Koulikoro. D'accord. Alors, Monsieur Diouara, diriez-vous que c'était une provocation de la part des terroristes? Bon, je pense que je vais en battre le pas à Baba pour dire que en réalité, Koulikoro fait partie du collimateur. Quand on regarde la zone d'occupation de ces gens, il n'est pas du tout surprenant que Koulikoro fasse l'objet d'une attaque. Maintenant, il faut aussi dire que Koulikoro est une cible stratégique. S'ils arrivaient à l'atteindre, ce ne serait pas un petit morceau. Parce que c'est quand même là où il y a les plus grandes écoles de formation militaire. C'est aussi là où le UTM a installé ses quartiers pour la formation des groupes, je veux dire, spécialisés. Donc,
ce n'est pas une petite cible pour les groupes djihadistes. Ils arrivent à l'atteindre, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à nous de demeurer continuellement conscients de l'enjeu stratégique que Koulikoro représente pour garder la vigilance de façon permanente et ne pas lâcher prise. Parce que simplement, dès lors qu'on lâche prise, ça ne peut que venir. Par contre, je me réjouis, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais je me réjouis des dégâts relativement limités qui ont eu lieu suite à cette attaque, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Ça veut dire qu'il y a un minimum de dispositifs de riposte. Ça, c'est important. Pour moi, c'est un indicateur positif. Ça veut dire également que, même si quelque part il y a eu une baisse de vigilance et une faiblesse dans la transmission des renseignements, il y a quand même une certaine capacité de réponse qui est là. Maintenant, il ne faut pas attendre d'être attaqué, il faut aller un peu plus loin et prendre des mesures. Vous avez parlé de faiblesse de renseignements, mais en ce qui concerne le manque de coopération de la population. Bon, je ne parlerai pas de manque de coopération de la population. Moi, je pense que la question population, sécurité, force de sécurité est beaucoup plus complexe que ça. Il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on s'empresse d'accuser la population. Mais la population, d'abord, c'est qui ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et puis, un véhicule qui rentre, qui a forcé un poste de contrôle, on n'a plus besoin que la population soit là pour donner. Au moment où le poste a été forcé, on devrait déjà relever l'immatriculation des véhicules ou les références des véhicules, faire suivre le véhicule jusqu'à destination. Au moins déployer des équipes pour chercher, traquer le véhicule jusqu'à l'avoir. Donc là, on n'a plus besoin de parler des populations. Koulikoro, ça m'étonnerait que les populations ne soient pas coopératives, parce que ce n'est pas une zone c'est une zone qui est fortement familière de la présence militaire, d'ailleurs qui est même très militarisée en termes de population. Donc ça m'étonnerait que ce soit un manque de collaboration de la population. Je pense plutôt que, comme Baba l'a dit, il y a eu une défaillance dans la transmission de l'information et dans les mesures préventives. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Dakono, nous revenons à vous. Qu'est-ce qui peut expliquer cette défaillance-là du système de sécurité ? Peut-être, pour répondre à cette question, je vais revenir un peu sur la question relative à la coopération des populations. On a l'impression que d'une part, on demande beaucoup trop aux populations, peut-être pas à Koulikoro, mais très souvent, on a l'habitude d'entendre que dans telle ou telle localité dans le centre du pays, les populations n'ont pas coopéré avec les forces de sécurité. Et ça, cette analyse hâtive occulte du débat le fait que les populations, elles, sont prises en tenaille entre l'absence continuelle ou ponctuelle des représentants de l'État, notamment les services sécuritaires et de défense, mais la présence active et menaçante des groupes armés terroristes. C'est-à-dire, dans plusieurs cas, on a vu des représailles qui ont vu des communautés ou des chefs communautaires être décapités. Voilà, donc en fait, il y a une violente représaille contre ceux qui semblent collaborer avec les forces de sécurité, et dans des localités où ces forces de sécurité n'ont pas une présence continue, c'est-à-dire il y a des patrouilles, elles vont, elles viennent, donc c'est un peu dans ce contexte un peu trop demander aux populations de collaborer de façon fonctionnelle et insistante. Maintenant, sur cette collaboration même dans le fond, il est important de ne pas l'analyser seulement par le prisme du partage des renseignements. De plus en plus, cette coopération avec les communautés doit comprendre leur implication au sein même de la définition des moyens sécuritaires qui sont déployés, où est-ce qu'ils doivent être déployés, comment en fait les communautés conçoivent la sécurité, quelle est leur perception de la menace, parce que la menace peut être perçue différemment que l'on soit du côté des acteurs sécuritaires ou que l'on soit du côté des populations. Pour elles, elles vous diront ce sont les gens de la brousse, ce sont les bandits armés, alors que pour ceux qui sont chargés de combattre la menace, ce sont des terroristes d'un point de vue monolithique. Donc il est important d'associer les communautés dans la phase analytique même de la menace. Maintenant, sur proprement le dysfonctionnement tel qu'on le dit, je pense qu'on va peut-être revenir sur ça. Il y a plus d'une vingtaine de kilomètres entre le poste qui avait été attaqué et le camp de Koulikoro. Donc ça donnait beaucoup de temps
de communication entre les éléments qui sont au niveau de ce poste et ceux qui sont au camp, non seulement pour venir en renfort, mais également pour se préparer à l'éventualité d'une attaque. Si cela n'a pas été fait, ça dénote des dysfonctionnements au niveau des moyens de communication. Et finalement, ça pose deux problématiques. La première, c'est l'efficacité des équipements de communication, et la deuxième, c'est comment ces renseignements sont utilisés. Parce que le tout n'est pas d'avoir le renseignement, le tout, ce serait de mieux analyser ces renseignements et de pouvoir les rendre opérationnels, c'est-à-dire en développant des capacités de réponse suite à ces renseignements-là. D'accord. Et vous, M. Koné? Oui, je vais revenir encore sur la question de la coopération population des communautés avec les forces armées et de défense. Quelle garantie aujourd'hui les communautés ont pour pouvoir rentrer dans ce jeu de partage de renseignements avec les forces armées et de défense? Parce qu'on a vu des chefs de tribu ou des gens qui ont été décapités, des gens qui ont été mutilés parce qu'ils coopéraient soit avec les forces maliennes de défense et de sécurité, soit avec les forces étrangères qui sont présentes sur le territoire malien. Mais pour revenir à la question de défense du système de renseignement, comme Baba l'a si bien dit, c'est-à-dire qu'entre Mafia et Koulikoro, il y a quand même 20 km. Il y a une légion de la gendarmerie au niveau de Koulikoro, il y a les camps militaires. On aurait dû déjà avertir les camps militaires de Koulikoro pour qu'ils puissent se préparer dorénavant pour faire une riposte. Donc, c'est ce qui n'a pas, au niveau du renseignement, c'est ce qui n'a pas marché. Mais peut-on parler de manque d'équipement dans ce cas? Oui, manque d'équipement. Vous savez, une armée se forme avec deux choses. D'abord, il faut des hommes engagés qui vont à l'armée qui vont à l'armée avec vocation et qui sont prêts à servir la nation. L'armée, nous le savions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que depuis 1993, nous savons comment les gens sont recrutés dans l'armée. L'armée est devenue un lieu de refuge pour les jeunes diplômés sans emploi. Et la deuxième dimension, est-ce qu'aujourd'hui notre armée, nos services de renseignement disposent des moyens logistiques nécessaires, efficaces et efficients pour pouvoir partager les renseignements à temps? La question se pose, c'est là la question de fond. Est-ce que nous sommes à mesure aujourd'hui, les moyens que nos services de renseignement disposent pour pouvoir partager les renseignements à temps? Mais comme M. Dakono l'a dit, même s'ils ont l'information ou le renseignement, mais l'utilité, comment l'utiliser? L'utiliser. Non, aujourd'hui, au niveau de l'armée, il y a des informaticiens qui sont bien formés, qui ont fait des plus grandes écoles informatiques du monde, ou des ingénieurs qui ont fait les plus grandes écoles d'ingénierie au monde. Mais la question, je reviens toujours à la question de la baisse de vigilance. Prenez l'exemple tout court. Quand vous partez devant les banques pour aller faire des retraits, vous n'êtes même pas en sécurité. Parce que dès que tu pars, tu vas voir les gardes ou les militaires en train de manipuler leur téléphone ou en train de prendre du thé. À la limite, vous voyez des militaires qui sont en sandales. En cas d'attaque, comment ils vont riposter? Parce qu'ils ne sont même pas prêts pour riposter en cas d'attaque. Il y a ce problème de vigilance aujourd'hui qu'il faut corriger au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Moi, j'ai quitté Ayamfoula l'autre jour. Vous savez, au niveau du poste d'entrée à Ayamfoula, quand j'ai rentré à Ayamfoula, il y a un car qui s'arrêtait. Je me suis arrêté un peu, j'ai dit au chauffeur de s'arrêter pour voir un peu ce qui se passe. Vous savez, quand le car s'est arrêté, l'apprenti a cotisé 1000 francs, 500 francs avec ceux qui n'avaient pas de carte d'identité et il est parti remettre ça au gendarme et on a dit au car de continuer. Quand je revenais à Bamako encore, j'ai fait ce même exercice. Donc, il y a plusieurs attaques qui sont liées au manque de vigilance ou à l'insuffisance de vigilance de nos forces de sécurité. Dans ces cars, est-ce qu'il y avait des djihadistes, est-ce qu'il y avait de la drogue? On ne sait pas ce qui se trouvait dans les cars, mais ils ont pris seulement les 1000 francs que l'apprenti est venu les remettre, et puis on a dit au car de continuer pour rentrer dans la ville. Au retour, j'ai fait le même exercice, c'était le même constat. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui doivent interpeller les responsables des forces de défense et de sécurité. C'est des lacunes aujourd'hui qu'il faut corriger. Les populations n'ont pas rôle de nous sécuriser. Chacun a un rôle dans la République. Et aujourd'hui, quand vous coopérez avec les forces de défense, vous êtes exposé souvent à des représailles. Parce que ça, je ne vous l'apprends pas. Vous savez qu'au niveau de nos forces de sécurité et de défense, souvent, il n'y a pas de secret. Ce qui fait que les populations, il y a une méfiance, certaine méfiance des populations vis-à-vis des forces de défense, même s'ils savent qu'il y a une menace,
Et la deuxième dimension qui se pose, est-ce qu'au sein des communautés, on arrive même à identifier qui est djihadiste, qui ne l'est pas? C'est la question de fond. D'accord. Monsieur Diawara, votre réaction aux propos de Monsieur Koné concernant la coopération entre la population et les forces de sécurité? Bon, je pense que la question a été largement traitée. Baba a bien fait de le signaler. Les populations sont prises en tenaille entre les forces de sécurité et les autorités de la République qui ne sont que très ponctuellement présents, qui demandent quand même beaucoup de la part des populations, mais en face des forces hostiles qui, elles, sont présentes de façon continue, persistante et qui ont une certaine intolérance vis-à-vis de la coopération de certains individus avec ce qu'ils considèrent comme leurs adversaires. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Maintenant, au-delà de cela, je pense que depuis plusieurs années, cette question est décriée. Mais qu'est-ce qui a été mis en place jusqu'à ce jour comme dispositif pour permettre de faciliter cela? Rien. Dans plusieurs rapports, on a écrit qu'il fallait pouvoir mettre en place une loi pour la protection des témoins. On a suggéré qu'on mette en avant certains acteurs clés de la communauté pour servir d'interface entre ceux qui veulent dénoncer et les services de sécurité, parce que les gens n'ont pas confiance. Quand je vais au commissariat, déjà on me voit aller au commissariat, c'est un signe, on me dénonce. On voit le policier venir chez moi, c'est un signe, on me dénonce. Par contre, je peux accéder à quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire de nom ici, mais je peux accéder à quelqu'un d'autre qui, lui, a accès aux autorités sans que mon identité ne soit dévoilée, et cela permettrait de renforcer la coopération. Mais jusqu'à ce jour, concrètement, quelle mesure a été prise? Rien. Dans le centre, il n'y a rien qui a été pris. Dans le nord, rien. Ici, rien. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, si nous voulons effectivement cette coopération si nécessaire entre les populations et les forces de sécurité, qu'on pense, comme il l'a dit, au-delà du fait simplement de la transmission de l'information, mais qu'on mette en place des cadres de gouvernance inclusive de la sécurité. Tant qu'on n'a pas ces cadres de gouvernance inclusive de la sécurité au niveau local, on ne pourra pas atteindre l'objectif de la coopération civilo-militaire tant souhaité et si nécessaire. D'accord. Alors, M. Dakono, on assiste de plus en plus à d'attaques de bases militaires ou de points stratégiques de forces de sécurité. Où est-ce que cette situation va nous mener? Peut-être on assiste à une audace prononcée de ces groupes, sinon depuis le début, les cibles de ces acteurs terroristes ont été les symboles de l'État. Et dans les localités où ces groupes sont actifs, les premiers symboles de l'État, ce sont d'abord les forces de défense et de sécurité. Donc, de toujours, ces forces de défense et de sécurité ont été les cibles privilégiées de ces groupes qualifiés de terroristes. Maintenant que ces groupes aient la capacité de venir opérer au cœur même des dispositifs sécuritaires, pour rappel, avant Koulikoro, il y a eu Sévaré, qui était le commandement de la force conjointe du G5 Sahel. C'est illustratif un peu des limites aujourd'hui des réponses qui sont apportées au plan sécuritaire. Encore une fois, peut-être on le dit trop, mais c'est pas mauvais d'appuyer ça. C'est que aujourd'hui, la menace à laquelle fait face le Mali, ses partenaires et les États du Sahel ne peut être résolue ou concrètement prise en charge sans une approche holistique qui inclut l'amélioration de la gouvernance. Diawara vient de parler tout à l'heure de cadre inclusif de gouvernance de la sécurité, l'amélioration des conditions de vie des populations parce que le phénomène aujourd'hui a pris beaucoup plus d'ampleur à travers l'endogénisation de la base combattante de ces groupes. On semble l'occulter, mais ce n'est plus des Algériens, des Libyens ou des Mauritaniens qui viennent mener ces luttes terroristes au Mali. Là où c'est actif dans les cercles de Douenza ou une partie de Ségou, ce sont les natifs de ces localités-là qui sont engagés dans cette lutte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas lutter efficacement contre cette menace à travers de simples actions sécuritaires. Il faut que, en plus des actions sécuritaires qui sont indispensables, on est d'accord, qu'on envisage des actions beaucoup plus globales. Maintenant, comme on voit de l'audace, le fait qu'ils viennent frapper au cœur des dispositifs sécuritaires, cela pose également la question même au sein de la réponse sécuritaire, de son efficacité, de comment c'est pensé. Et encore une fois, peut-être je rejoins Koné sur le fait qu'il y a une baisse de vigilance par moment. Il faudrait que les gens puissent prendre conscience que nous sommes dans une situation
dimension assez difficile et que ça demande des efforts supplémentaires. Sans négliger tout ce qui est fait aujourd'hui, il est important que l'on prenne en charge des efforts supplémentaires de garde, des efforts supplémentaires de vigilance, mais également d'utilisation judicieuse des ressources. Là où je ne rejoins pas Koné, c'est sur le fait que nous avons beaucoup d'ingénieurs. En fait, le traitement du renseignement et de l'information, ce n'est pas que technique. S'il y a une dimension analytique là-dedans, il y a une dimension opérationnelle là-dedans. La dimension analytique, bon, un poste de contrôle à quelques kilomètres vient d'être attaqué. Quel est l'objectif des assaillants? Où est-ce qu'ils peuvent venir? Et une réponse opérationnelle, c'est quelle est la réponse tout de suite qu'on peut envisager face à ça. On a l'impression que ce sont ces dimensions-là qui manquent. Et finalement, pose la question de tous les efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes d'équipement, est-ce que les équipements qui sont fournis au pays ont les hommes qui savent les utiliser? Est-ce que les hommes qui ont appris de nouvelles techniques de fer ont les équipements qu'il faut pour mettre en œuvre cette technique-là? Donc il faut une certaine adéquation, il faut une certaine cohérence de cette réponse sécuritaire et militaire. Et cela ne peut être fait qu'à travers un diagnostic vrai et véritable. On s'est empressé d'aller vers une loi de programmation militaire sans avoir fait ce diagnostic-là de nos limites et de nos défaillances. D'accord. Oui. Je voulais juste abonder dans le même sens que Baba. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout un casse-tête quand on regarde l'orientation de la préparation de la défense post-crise. On a, pour les forces de sécurité, le Cap Sahel qui est en train de former. On a EUTM qui est en train de former les forces de défense, qui sont en train de les former sur des moyens de défense européens, principalement français et autres. On a de l'autre côté les forces de défense et de sécurité qui sont essentiellement équipées par du matériel militaire soviétique. Ce n'est pas la même chose. Vous avez des snipers qui ont été bien formés, mais qui ont montré des performances terribles, mais qui laissent les fusils sur lesquels ils ont été formés pour aller utiliser des PM, des pistolets mitraillettes sur le terrain de fabrication russe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la formation militaire, elle se fait avec des équipements. Ces équipements, si on choisit telle formation, c'est qu'on doit se préparer à s'octroyer les moyens qui vont avec ces aptitudes-là. Si on veut maintenir l'orientation militaire classique de l'armée malienne, alors on mobilise une formation qui va dans ce sens. Mais aujourd'hui, il y a il y a un divorce entre la préparation en cours et les équipements ainsi que le mode opérationnel d'utilisation des hommes qui ont été formés. Donc les réalités ne nous permettent pas de... Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Quand on prend par exemple, aujourd'hui tu prends un militaire qui a été formé par l'UTM. Ce militaire est formé, il acquiert un certain nombre de capacités, mais propre à un certain nombre de matériel, avec un niveau de précision, avec des accessoires. Tu l'envoies dans son unité est commandée par quelqu'un qui a une autre formation, non seulement, mais également il va trouver devant lui un matériel tout autre, qui ne répond pas aux caractéristiques. Donc sur le terrain, on va attendre de lui une performance qui ne sera pas à mesure d'apporter parce qu'il n'a pas le matériel approprié. Mais d'autre part, il y a un autre enjeu. L'enjeu, c'est le coût du matériel. Parce que quand vous prenez, je vous donne juste un exemple. Vous prenez une Beretta de fabrication occidentale, l'équivalent, c'est le PA russe, mais une balle d'une Beretta aujourd'hui sur le marché, ça ne te coûte pas moins de 1000 francs CFA. Mais avec 1000 francs, tu as un sachet rempli de balles pour la PA russe. Vous voyez l'écart en termes de coût. Et en plus, quand vous prenez la Beretta, vous faites un tir là-dessus, la force du recul est beaucoup plus puissante que celle de la PA. Donc, ça veut dire que la capacité de précision qu'on a avec une PA est beaucoup plus performante que celle de la Beretta. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, ça, c'est un petit exemple au milieu de tout un ensemble d'autres éléments. Donc, c'est tous ces paramètres qui entrent en ligne de compte. Quand comme il l'a dit, on s'est empressé de faire une loi de programmation militaire, mais en amont, il fallait réfléchir à tout ça. Parce que, comme l'a dit Mandela, tout acte que l'on pose qui n'est pas dans une vision est une perte de temps. Il faudrait que nous sachions clairement où nous voulons aller et qu'est-ce qui peut nous amener là-bas, quels sont les obstacles, quels moyens peut franchir chaque obstacle. Tant qu'on n'a pas cette vision claire, les actes qu'on va choisir ne concourront
pas évidemment à l'objectif que nous recherchons. Mais vu que nous sommes allés vers une loi de proclamation militaire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement maintenant, vu que c'est déjà là? Je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à une harmonisation entre la finalité que nous recherchons et les moyens que nous utilisons. Tant qu'on n'a pas ça, on va perdre du temps. Je ne dis pas que c'est inutile de faire une loi de programmation militaire. Non, ça a permis de faire bouger beaucoup de lignes depuis son adoption jusqu'à présent. Mais au demeurant, il faudrait que ça concourt à une finalité claire et que les actions soient en cohérence avec cette finalité-là et avec le contexte. Parce qu'il ne sert à rien aussi de choisir un type d'équipement dont on n'a pas les moyens de l'assurer. Je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour le savoir, mais si on choisit ça, il faudrait qu'on s'assure qu'on est capable de l'assurer. Si on choisit un type de formation militaire, il faudrait qu'on s'assure que le commandement, l'organisation opérationnelle de l'armée répondent véritablement à ce type de formation. Aujourd'hui, on a des gens qui vont être formés au Maroc. Par exemple, ceux qui assurent la garde présidentielle, quand ils finissent leur formation ici, ils vont à Samako. Après Samako, on les envoie au Maroc pour ensuite revenir. Ça, c'est la garde nationale. On a d'autres personnes qui sont formées ici par l'Union européenne, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont envoyés en Russie pour aller faire des formations. Mais les corps ne sont pas les mêmes, si je ne me trompe. Oui, les corps ne sont pas les mêmes, mais l'armée est la même. Vous savez, c'est ça le problème. Les corps ne sont pas les mêmes, mais l'armée est la même. C'est la même armée que nous avons. Maintenant, quelle est la cohérence qu'on crée entre tous ces dispositifs? Il faut se poser des questions objectives. C'est comme aujourd'hui, comme Baba l'a dit, si vous voyez que le camp, la base du G5 Sahel a été attaquée, et qu'aujourd'hui Koulikoro est attaqué, on a sur le terrain les FAMA, un effectif relativement important. On a la MINUSMA, même si elle n'est pas, qu'on appelle ça en va-t-en-guerre. On a également les forces de Barkhane. Mais pourquoi est-ce que les gens arrivent à passer entre les mailles du filet? C'est parce qu'il y a des forces éparpillées, mais il n'y a pas un ensemble cohérent, organisé et commandé de façon cohérente. Tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours des failles. Et tant qu'il y a des failles, les gens vont rentrer et ils vont frapper là où ils veulent frapper. C'est ça le problème. Donc au sein de l'armée, on a des corps différents, mais qui sont appelés à concourir ensemble à un exercice commun et à obéir à un seul commandement qui est l'état-major général des armées, si je ne m'abuse. Donc il faudrait qu'il y ait une cohérence. C'est de ça que je parle. Oui, Monsieur Koné. Et je reviens à la question. C'est-à-dire que le fait que les militaires maliens ne sont pas formés dans les mêmes écoles militaires, ça ne pose pas un problème. Si nous avons une armée qui est mieux équipée aujourd'hui, qui a les capacités opératoires et opérationnelles pour faire face à la menace, on peut réussir à combattre ces gens hors de nos frontières. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui notre armée est mieux formée? Est-ce qu'elle est dotée aujourd'hui de matériel de pointe pour pouvoir faire les ripostes? C'est ça aussi la question de fond. Mais même s'ils sont dotés de matériel adéquat pour faire des ripostes, mais comme M. Diawara l'a dit, s'il n'y a pas la bonne formation. Oui, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que la question de fond aujourd'hui, quelle armée nous voulons? Quel type de militaire l'État malien veut former? Mais la question n'est pas que telle personne est formée au Maroc, telle personne est formée en Algérie. La question ne se pose pas à ce niveau. Est-ce que la personne qui a été en Algérie, elle a été bien formée, ou celle qui est formée au Mali, elle a été bien formée? C'est ça la grande question. Maintenant, au-delà de tout ça, il faut aller vers une harmonisation, une mutualisation des efforts, des efforts militaires. Au-delà de ça, même avec les forces étrangères qui sont là, il faut aujourd'hui mutualiser les efforts pour pouvoir contrer, pour pouvoir circonscrire la menace. Maintenant, au-delà même de là, aujourd'hui, est-ce que nous avons une cartographie par rapport à l'appareil sécuritaire même? Est-ce que nous avons une cartographie? Est-ce que nous avons une architecture aujourd'hui des plans de sécurisation des régions du Nord et du Centre? Le ministre l'a dit hier quand on était à l'université, il dit qu'il y a un plan de sécurisation qui va prendre en compte les dimensions de développement, de sécurité et puis hydraulique villageoise et autres qui va... Hein? Le PCIRC. Les ministres de la sécurité hier sur la colline. Le plan de sécurisation intégré. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, ce plan, on dit qu'il y a un plan de sécurisation intégré pour les régions du centre qui va s'occuper aussi sur des questions de développement. Parce qu'au fond, notre problème, c'est une question économique. Il faut que les gens l'acceptent. Un jeune qui ne travaille pas, qui n'a jamais gagné 5 francs, quand vous venez, vous lui proposez 50 000 francs pour aller combattre avec ses forces djihadistes, il va aller combattre. Moi, je dis,
qu'aujourd'hui, au niveau du centre, si on va vers la mise en œuvre de l'accord de paix, il faut résoudre ce que j'appelle la question du Nord, la question des frontières au niveau du Grand Nord. C'est-à-dire qu'il faut faire des grandes infrastructures reliant toutes les grandes villes du Nord, faire des grandes infrastructures reliant toutes les grandes villes du Nord aux pays frontaliers. Ça va créer de la recherche, ça va créer de la main-d'œuvre pour la jeunesse qui est là-bas, ça va créer de la recherche et ça va permettre aussi une redistribution de la recherche aux différentes échelles d'économie et régionales. Donc il faut aller vers là. Et il faut aller aussi vers la question des réformes. Vous savez, une fois à Tassika, Douara connaît bien la zone. Quand j'étais en mission d'évaluation, je suis arrivé à Tassika, je causais avec des jeunes. Par rapport à la crise, le débat était ouvert. Il y a un jeune qui m'a dit, monsieur Kone, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup le Mali, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il dit, comment vous voulez que nous étions là sous la menace djihadiste, des terroristes et des groupes armés en 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Il dit, comment vous voudriez que l'État malien qui nous a abandonnés, c'est comme ça qu'il a dit, sous ces menaces, revienne sous ses anciennes formes pour nous gouverner. Il dit, nous voulons un État réformé. Parce que quand vous prenez les troupes, comme je l'ai dit, c'est économique, les 115% du budget national sont investis à Bamako. Et le reste est investi entre les différentes régions. Donc il y a un problème. Et quand un jeune n'a pas de travail à faire, vous lui proposez quelque chose, 50 000 francs ou 100 000 francs par mois, il est obligé de prendre les armes. Donc il faut aller vers, il faut donner de l'emploi aux jeunes, il faut créer de la richesse au niveau des régions du Nord, ce qui va nous mettre à l'abri de l'annexion des jeunes au niveau des groupes terroristes et des groupes armés. D'accord. Et pour revenir à l'attaque de Koulikoro, comment les populations vivent-elles cette situation? Je vous propose ce micro-trottoir. Nous avons appris avec beaucoup de déceptions et on peut dire beaucoup de peur parce que si réellement jusqu'à Koulikoro, ici à quelques kilomètres de Bamako, prévient à être attaqué, surtout les camps, ça fait peur. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu cette attaque ignoble. Ça me fait peur. Ça donne vraiment encore des frissons de savoir qu'il y a tout le temps des attaques comme ça contre nos forces de sécurité et de défense. Trop, c'est trop en réalité. Hier c'était le nord, aujourd'hui c'est le centre pratiquement. Donc cette attaque prouve quand même qu'en réalité la situation sécuritaire se détériore de jour en jour. Ça nous met mal à l'aise en réalité. Il est grand temps qu'on prenne les choses au sérieux parce que quand tu viens au Mali, surtout à Bamako, tu as l'impression que ce qui se dit à l'extérieur n'est pas vrai parce que tout le monde vit comme s'il n'y a rien, alors qu'on est dans une guerre. Alors vous venez d'entendre ce micro-trottoir. Monsieur Dakono, à travers ces écoutes, est-ce que diriez-vous que le Mali est-il dans un chaos sécuritaire? Je ne sais pas à quoi correspondrait un chaos sécuritaire, mais ce que je sais, le Mali est dans une situation sécuritaire précaire et difficile. Et ce n'est pas au centre et au nord du Mali. Tout à l'heure, en discutant, c'est vrai que le débat c'est sur Koulikoro, et ça c'est illustratif des dangers qui guettent le pays. On parlait tout à l'heure de PSIRC, plan de sécurisation intégré des régions du centre. Un plan qui a été adopté parce que la menace a évolué vers le centre et on a essayé de jongler sécurité, développement, communication et un autre axe. Mais malheureusement, depuis l'adoption de ce plan, c'est le volet sécuritaire qui évolue. Parce que les autres volets sont dépendants de l'apport des départements sectoriels, par exemple sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, c'est les autres départements qui doivent agir. Et comme on sait, les questions de rivalité, les questions de coordination font que si on fait aujourd'hui l'évaluation de ce plan, tout ce qu'on verra, c'est que des postes de sécurité ont été construits, l'effectif de l'armée est monté en puissance dans certaines localités du centre, donc c'est que le volet sécuritaire qui a évolué. C'est peut-être pas mauvais, mais s'il évolue tout seul, ça donne encore une fois le sentiment aux gens que ce que l'État du Mali veut, c'est surtout réinstaller son autorité, c'est avoir une assise sécuritaire sur l'ensemble. Et les questions de développement et d'accès aux services sociaux de base sont reléguées au second plan. Et c'est ce qui explique un peu l'évolution du phénomène. Et depuis
quelques mois ou quelques années, on attire l'attention sur le fait que c'est vrai que l'attention est focalisée sur le centre aujourd'hui, mais attention, les facteurs sur lesquels ont prospéré le phénomène de l'insécurité au centre sont présents un peu partout dans le pays. Donc, chaque localité du pays peut être dans la même situation. Et il faut prendre des réponses urgentes pour le centre et le nord, mais il ne faut pas négliger les failles dans la gouvernance, les dysfonctionnements, les frustrations, les griefs sur lesquels émerge l'insécurité face à la menace, dans le cadre de la menace face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, pas un chaos, d'ailleurs je ne saurais donner un contenu à un chaos sécuritaire, mais une situation sécuritaire difficile. Et aujourd'hui, malheureusement, les groupes impliqués, groupes extrémistes violents, réseaux criminels transnationaux qui sont impliqués dans ce phénomène ont une capacité d'anticipation qui dépasse celle des États qui font face à ce phénomène. C'est pourquoi au Burkina, la menace a évolué vers la région de l'Est. Aujourd'hui, ce sont les pays de la côte qui sont sous la menace. Au Mali, ce n'est plus le centre, c'est maintenant Koulikoro. Et Dieu seul sait où la menace va évoluer si on n'est pas anticipatif, si on n'est pas regardant sur les limites au niveau de la gouvernance. D'accord. Oui, M. Diawara, vous voulez ajouter quelque chose au propos de M. Dagoumé? Oui, je pense que Baba a bien fait de souligner la question parce que, vous savez, nous sommes dans la réaction alors qu'il faut être dans la proaction. C'est ça le gros problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'à chaque fois, on attend qu'une situation s'installe pour chercher à y trouver une réponse, plutôt que de prendre des mesures préventives pour nous prémunir contre une menace que l'on voit venir. Le PSIRC a été élaboré, c'est une merveilleuse chose, telle qu'écrit, pour répondre à une crise qui était déjà installée, qui avait été vue, sur laquelle on avait été alerté, mais on avait fait la sourde oreille, on a attendu que ça s'installe pour construire le PSIRC. Encore que c'est en train de partir sur un pied en laissant derrière les trois autres. Malheureusement, on va arriver de façon totalement déséquilibrée et donc la réponse apportée sera disproportionnée avec l'attente exprimée sur le terrain. Par contre, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, on sait que, par exemple, quand tu prends le cercle de Yelimani dans la région de Caille, toutes les familles sont armées. C'est connu de tous. Quand on s'arme en préparation de quelque chose. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Quand on va dans le cercle de Nara, un peu vers la zone de Nioro, c'est le même processus d'armement, de course à l'armement qui est en train de se faire. On a vu des débuts des chefs-forêts qui ont eu lieu. On a vu quelques actions qui ont été posées. Et il y a tous les prémices, comme il l'a dit, d'une crise qui est en train de venir s'installer. Le cas Koulikoro, comme on l'a dit, ce n'est pas surprenant. La forêt de Ouagadougou, c'est à quelques encablures de Koulikoro. Et c'est là où, d'ailleurs, quand on a déployé les positions militaires des unités mixtes déployées dans le cadre du PSIRC, qui sont rentrées en conjugaison avec les unités déployées dans le cadre de l'opération Dambé dans les zones du centre, eh bien, la conséquence matérielle sur le terrain a été le repli des forces terroristes dans la forêt de Ouagadougou. Mais depuis qu'ils sont repliés dans la forêt de Ouagadougou, quelle excursion a eu lieu, quelle opération a eu lieu, qu'est-ce qui a été pris pour les déloger? Mais ils ne vont pas rester éternellement là-bas. Ils vont chercher un autre coin pour partir. Mais qu'est-ce qu'on est en train de prendre comme mesure pour faire face à tout cela? C'est pourquoi je reviens encore sur la question indispensable de la coordination. Elle est indispensable à la fois au sein de l'armée, mais aussi, comme il l'a dit, dans la construction de la réponse sécuritairo-militaire. Et développementale, si on veut le dire ainsi, parce que si on va sous l'angle de la sécurité holistique, il y a les autres départements qui ont une part importante à prendre dedans. D'ailleurs, il y a la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui a été élaborée, mais pour le moment, on attend de voir là où ça va nous mener, qu'est-ce qui va être fait. Et pour finir, ce que j'allais dire, c'était bien de faire le PSIRC, mais est-ce que c'était pas mieux de faire un plan national qui prend en compte des mesures préventives pour les zones qu'on peut considérer comme tampons, des mesures de riposte pour les zones qu'on considère comme rouges et des mesures de consolidation pour les zones qui ont commencé relativement à se stabiliser. Ça aurait été mieux en termes de mesures de gouvernance. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Mais si on décide d'attaquer le centre, on va chasser les gens du centre qui vont aller s'installer ailleurs et on va aller se déplacer là-bas. En les chassant, ils vont encore aller ailleurs et on rentre dans un cercle tournant qui ne va pas s'arrêter. Et je crois que ce serait malheureux. D'accord. Monsieur Koné? Oui, je reviens encore
comme l'autre le disait, c'est-à-dire que les services qui sont chargés de développement, des questions de développement, des questions économiques, sont relégués à un rôle de second plan. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut diligenter le processus pour que les gens aient accès aux services socio-économiques de base au niveau du Nord. Mais au-delà de ça, moi je dis aujourd'hui, la première crise que nous avons connue, c'était en 1962. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la mémoire que nous avons aujourd'hui par rapport aux différentes crises que l'État malien a connues? Parce que notre problème, c'est qu'on communique avant que le mal ait été commis, ou bien on prend les mesures après que le mal ait été fait. Aujourd'hui, il doit y avoir une cartographie aujourd'hui de l'ensemble des enjeux, que ce soit l'ensemble des enjeux sécuritaires. C'est-à-dire qu'il faut, parce que la crise, elle a des enjeux spatiaux, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux géostratégiques, il y a des enjeux économiques aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons identifié l'ensemble de ces enjeux pour les analyser et constituer une mémoire de travail aujourd'hui pour la République? Mais selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire face à ce problème? Aujourd'hui, il faut engager des études pluridisciplinaires, universitaires, pour analyser les enjeux spatiaux, les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques. N'était-ce pas déjà le cas ou bien c'est... Je n'ai jamais vu un document, un rapport d'études pour cartographier l'ensemble des enjeux sécuritaires au niveau du Grand Nord du Mali. Et ça, il est faux. Et même quand, pendant les négociations, on disait que le gouvernement est parti en négociation, je dis, mais quelle mémoire que vous avez pour aller négocier? Et au-delà de ça, les fonds qui vont être alloués dorénavant pour le développement des régions, des questions de développement des régions du Nord, il faut qu'on puisse mettre des garde-fous pour empêcher à ceux qui gèrent les fonds, pour que les fonds puissent être, pour empêcher les fonds d'être dispersés, ou je ne sais pas que dire, pour empêcher, voilà, justement, les détournements aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun responsable malien en réalité qui peut vous dire de Alpha à ATT, on a investi 1000 milliards au niveau du Grand Nord pour les questions de développement. À quoi ça a servi? Tant que nous ne prenions pas en compte les questions, les enjeux de développement socio-économique au niveau du Grand Nord, nous partirons de crise en crise. D'accord. Alors, M. Dakono, en termes de piste de solution? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes à l'entame d'un second mandat pour un président de la République dans le pays. Donc on peut se dire que les enjeux politiques ne vont pas étouffer la volonté de bien faire les choses. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la loi de programmation militaire amorce sa dernière année. Donc il va falloir peut-être la renouveler si la volonté politique est toujours là. Elle n'a pas été évaluée à mi-parcours, mais l'occasion est bonne de faire ce diagnostic-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas la méthode aurait voulu que cette loi de programmation militaire découle d'un livre blanc sur la sécurité. Il est encore temps de le faire. Et je prends en charge toutes les recommandations faites par Koné tout à l'heure pour dire qu'il faut un diagnostic sur tous les plans sécuritaires, sur les plans de la gouvernance. Peut-être ça a été fait pour de nombreux domaines, mais que ces diagnostics soient finalement utiles et que les gens prennent conscience de la dynamique conflictuelle dans le pays. C'est pourquoi je disais que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à l'entame d'un second mandat. Donc il y a très peu d'enjeux politiques pour celui qui incarne l'unité nationale et d'y pourvoir rapidement et d'associer toutes les voix qui pourraient. Mais le plus important, c'est-à-dire l'épine dorsale de toutes ces politiques, c'est l'amélioration de la gouvernance. Parce que tant qu'il y aura une faille dans la gouvernance, elle sera exploitée par les groupes qui sont devenus les entrepreneurs du conflit aujourd'hui au Mali. D'accord. Alors, M. Diawara, pour la résolution de cette crise, qu'avez-vous ajouté aux pistes de solution, comme M. Dakono vient de le dire? Alors, il a des analyses tellement pertinentes qu'on ne peut plus qu'emboîter dans le même sens que lui. Je crois qu'il a bien posé le débat. C'est une bonne nouvelle que le président soit en retrait de la bataille politique, parce qu'il est à son deuxième mandat, qu'on espère être en tout cas le dernier, conformément aux écritures de la Constitution. Mais je signale quand même que le chef du gouvernement, lui, est en plein dans les enjeux politiques. Ça peut avoir son effet, mais je sais aussi que c'est un homme de poigne. Peut-être trouvera-t-il le moyen de continuer à être au-dessus de la mêlée pour prendre en charge plus
plus les défis nationaux qu'autre chose. Et encore une fois, ce qui est important, je le signale, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits. Il y a eu le livre blanc de la sécurité qui a été fait par la CONACYPAL et le CIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute, avec l'accompagnement de l'ASDI, qui a été d'ailleurs lancé il n'y a pas longtemps. Il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites. ISS a fait des études diverses sur la question de la sécurité et les données sont disponibles, mais la question maintenant, c'est d'aller vers une mise en commun de tout cela et un approfondissement pour qu'on puisse saisir l'opportunité pour relire la loi de programmation militaire. D'accord. En quelques secondes, monsieur connaît le temps. Je peux ajouter à ça, il faut organiser aujourd'hui des forums intra- et intercommunautaires et initier les populations dans la conception de la carte sécuritaire. Parce que c'est ça aussi leur vécu. Ils ne doivent pas être des acteurs en aval, mais plutôt des acteurs en amont du processus de définition de la carte sécuritaire. D'accord. Et cela me fait à ce débat sur la sécurité dans le pays. Et juste un petit rappel que vous pouvez réagir à ce débat sur le numéro WhatsApp du Grand Dialogue au 82 99 11 62. Un grand merci à nos invités, Brahima Mamadou Kone, politologue et chercheur à l'IRPAD Afrique, Babada Kono, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité, Mamadou Diouara, sociologue ancien à l'Université de Bamako. Nos tentatives pour compter un représentant du ministère de la Sécurité parmi ces invités sont restées vaines. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde Gagny Kanté. La régie est assurée par Mamadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.